Votre moto vous manque. Vous avez le blues. Moto Blues vous offre 10 secondes de bitume. Motoblues.com. Équipement et accessoires moto. Bonjour David. Salut Sandrine. Bon, nous voici partis pour la 4e émission du Garage. Et oui, cette fameuse émission du Garage, intemporelle, à chaque fois on vous fait rencontrer un motard qui vraiment représente le monde moto ou fait partie des grandes figures du monde moto et ce mois-ci c'est un peu exceptionnel. Oui, parce que là on a Dominique Mélian, donc dit le chef, ça veut tout dire, qui est vraiment une figure pendant 40 ans quand même, dans le monde moto. Ouais, 15 titres, même 18 titres de champion du monde d'endurance pour le fameux équipe Le Cerf, mais au-delà de ce que c'est, de ce qu'il est, de ce qu'il a fait, de sa vie, son œuvre, il y a plein d'anecdotes. On va parler de livres moto avec le Joe Bar Team, parce que quand il a commencé la moto, il va nous raconter ce que c'était, que en fait, ça correspond un autre monde. Ça correspond vraiment au Joe Bar Team. Il va nous parler un peu de voyage, un peu de là où il a été dans le monde, des anecdotes insolite, franchement. Très sympa à regarder. Vous allez découvrir et apprendre, j'espère, plein de choses. Et puis, sur l'homme, parce qu'encore une fois, c'est le repère des motards, c'est le repère des hommes, ce sont les hommes qui sont importants. Et avec Dominique, avec le chef, là, on a une émission fabuleuse sur le plan humain, oui. Donc à regarder jusqu'au bout avec lui. Et puis... avec des petites séquences que vous connaissez un petit peu maintenant, la partie mécanique, la partie Globe Rider, le voyage, nos échappées motardes, qui nous tiennent aussi à cœur. Et puis, toujours quelques astuces, équipements, pour que cette émission mêle à la fois le plaisir de regarder, d'apprendre plein de choses sur des hommes et des motards, et puis un petit peu sur la moto aussi, quand même. Bah oui, tant qu'à faire. Allez. Bonne émission. Je retrouve Dominique tout de suite, il arrive. Bonjour, chef. Bonjour. On ne te présente plus. Dominique Mélian, tu es la figure historique de l'endurance en France. 15 titres de champion du monde d'endurance, ni plus ni moins. Un sacré nombre de victoires. 11 aux 24 heures et 16 au bol d'or. Ce qui est juste un record. Une longévité de près de 40 ans en tant que team manager. Ouais. Ça, t'es en train de dire que je suis très vieux. Je sens venir la chose, ça j'ai peur. Non, mais par contre, je suis tout intimidé en fait. Ah bah non, faut pas. Hein. Comment on tombe dans la moto pour arriver à être aussi longtemps team manager et pourtant on aurait pu t'appeler le gazier, pas chef, comme tout le monde. On a beaucoup de temps dans l'émission, ça va être très long. Je vais faire vite, je vais résumer très vite. Ça m'a pris très jeune. Tu sais, chez nous en campagne, il y a très longtemps, si tu veux, quand tu faisais des réunions... Il était une fois Dominique Mélian. Non, pas encore. C'est les grands-mères. Tu sais, les grands-mères, quand elles venaient en réunion de famille, elles allaient voir leurs petits-enfants. À l'époque, j'avais 6-7 ans. Et puis, c'était avec un certain accent, puisque moi, je suis donc du côté du Perche, on va dire. C'était « mon petit gars, de que l'on tu feras quand tu seras grand ?» Et ma réponse, c'était les 24 heures du Mans. Pas moto, ça n'existait pas. Mais voiture. Qu'est-ce qui te faisait rêver? Eh bien, je ne sais pas. J'avais 6. Alors, il faut savoir que, tu sais, en campagne, sur la route du Mans à Paris, à la fin des 24 heures, on allait tous sur le bord de la route pour voir les voitures remonter. Plus de la moitié qui avaient roulé aux 24 heures, pour les voitures qui étaient encore roulantes, elles remontaient par la route, soit sur Paris, ou soit même sur l'Angleterre. Et moi, j'étais frappadingue, quoi. Alors, quand en plus, c'était des motos qui passaient, alors là, c'était un paquet de nerfs. Donc, ça a été mes prémices de ce que peut-être je pouvais envisager faire, étant un peu plus âgé dans le domaine de la compétition. Voilà. Et du jour au lendemain, après, tu es devenu team manager? Non, oh là, mes années d'école, c'était de la plomberie. Et donc, non, il n'y avait rien qui me prédestinait à faire de la moto. J'ai commencé à faire de la moto sur la route dans les années 65, mais de la route. Mais il n'y avait rien qui pouvait laisser prévoir cet engouement pour un métier bien particulier. Et c'est venu un petit peu comme ça, parce que j'avais un copain qui lui faisait un peu de course de côte. On a vent, en 68, que l'endurance allait reprendre en France, bien sûr. Et donc, mon copain, lui, avec sa course de côte, il me dit, dis donc, il paraît qu'il y aurait peut-être en 69 les 1000 km du Mans. Ce serait bien si on faisait ça. Je dis, mais écoute, tu m'as déjà vu sur une moto de course, je sais même pas, je fais déjà un peu de route, mais pas, voilà. Et puis il insiste, il me dit, écoute, il y a l'école de pilotage.
peut-être la première fois qu'il y avait la première école de pilotage en 68 au Mans. J'ai dit, écoute, oui, je vais aller faire l'école de pilotage et tu vas te rendre compte tout de suite que je suis quand même pas très bon sur une moto et qu'il faut que tu trouves vite un autre coéquipier. Alors je m'inscris et puis je ne sais pas comment je me débrouille. Alors il n'y avait rien à gagner, mais je sors premier. Toujours est-il que là, il saute, il rebondit, il me dit tu vois, donc maintenant on va s'inscrire. Et puis je me suis laissé faire. C'est-à-dire c'est un peu comme le Covid aujourd'hui. Tu prends et c'est fini. Mais nous à l'époque, il n'y avait pas d'anti. Non. T'étais inoculé. C'était piqué, c'était terminé. Et donc on prépare donc les premiers 1000 km du Mans. Et puis voilà, c'était mes premiers tours de roue. Alors si tu veux, mais il y avait quand même beaucoup de pilotes qui participaient, mais des pilotes les top niveaux en France, Ravel entre autres, enfin l'Hérault, toute la bande. Et puis il y avait les premières, ça va faire rire, les premières motos d'usine quand même, les Guzzi, qui arrivaient là-bas d'Italie. Et puis il y avait les deux premières Kawa 500. D'accord. Donc aujourd'hui ça paraît courant, mais à l'époque c'était fabuleux, quoi, c'était grandiose. Donc pilote plus moto. 45 engagés, 7e aux essais. Waouh. C'est pas mal, hein? Pour la course, on était 10e, 3 heures, 4 heures, oui. Et donc, coup de 12, c'était pas si mal que ça, quoi. Et puis, on a mis une soupape dans le fond. Voilà. Abandonner, ça n'a jamais été mon truc. Donc là, on avait cassé le moteur, mais j'ai dit non, on va regarder ce qu'il y a. Donc, on a ouvert le moteur. En pleine course? Ah bah oui. Bon, nous, on est arrêtés, mais ça continue la journée. Et bien sûr, là, on avait une soupape tordue. Et c'est là où je te dis, il ne faut pas que tu rigoles, parce que maintenant, je ne referai pas. Mais j'avais deviné de redresser ma soupape qui était tordue. Oui, donc un marteau. Sur le bord de la piste. Dans les stands, les anciens stands, un marteau, un tas, un acier, pam, pam, pam. Alors, ça a fait rire certains, bien sûr. D'autres qui étaient admiratifs. Ils disaient, qu'est-ce qu'il fait? Et donc, première course, et grande photo dans un bouquin de moto. Une demi-page, une demi-photo, des jeunes qui en veulent, je te dis pas. C'était toi, c'était déjà... Et tu étais déjà le magicien. Ouais, enfin bon, ça n'a pas redémarré, il ne faut pas non plus rêver. La soupape, elle n'est jamais rentrée dans le trou. Et donc, ça a été, si tu veux, mes émois, mon début dans la compétition. Voilà. Et puis avec le tracé fabuleux, 40 ans de carrière quasiment... Oui, parce que si tu veux, faut quand même... Oui, ça c'est 40 ans de carrière de repos, puisque là j'étais chef, donc tu fais rien, c'est facile. Mais avant, j'ai quand même donc, suite à ces fameux 1000 km, j'ai quand même préparé 2-3 cylindres, Triomphe, et j'ai couru jusqu'en 73-14. Ah oui. Mais comme je n'étais pas un très bon pilote, toi tu t'en rappelles pas, personne s'en rappelle. Non, j'étais jeune. Ah oui, c'est peut-être ça. Mais si tu veux, j'en garde plein de souvenirs. Mais donc voilà, j'ai fait quand même jusqu'en 73 des courses d'endurance. Sur des anglaises. Voilà. Parce que les anglaises, c'était les vraies motos, c'était les vrais motards en anglaise, et puis c'était les faux motards qui étaient en japonaise à l'époque. Oui, si tu veux. Quoique la reprise du Boulder en 69, c'est Michel Rougerie qui la gagne sur une Honda. Donc non, pourquoi les anglaises? Parce que c'est vrai, c'était dans mes gènes. J'étais très... Et pourtant, c'était des moteurs compliqués, fragiles, mais voilà. J'ai toujours été un peu bizarre. Hein. Il faut être pilote pour devenir team manager? Non, pas forcément. Ça aide? Ça peut aider. Ça vite fait d'excuser les choses après quand tu pilotes, tu sais. Tu peux pas, j'allais dire, manager une équipe pendant X années si tu le fais uniquement par passion. Pourquoi? Parce que la passion va t'excuser plein de choses. Par passion, tu n'as pas gagné. Oui, mais bon, c'est pas grave, on gagnera la prochaine fois. Toi, la passion, c'est beau, c'est bien, il en faut, mais tu ne peux pas participer à tant d'années que par passion. Tu as besoin d'avoir autre chose. D'abord, je considère que avoir fait pendant 40 ans, manager une équipe, c'est un métier, si tu veux. C'est un métier dans le sens où c'est du plein temps. Il ne faut pas chercher des excuses. Il faut toujours remettre tout en compte. Il faut toujours revoir à partir de zéro, presque. Et donc, si tu n'as que cette passion, eh bien, elle va gommer tout le restant. C'est peut-être idiot ce que je dis, mais c'est comme ça que je le considère. C'est ça le secret pour devenir un bon team manager? Se remettre en cause? Pour moi, je considère que c'est mon secret, oui. Il faut savoir être humble, mais il faut savoir réagir parce que ça ne va jamais comme tu veux, parce qu'il faut se remettre en cause continuellement. L'évolution de la mécanique, l'évolution du pilotage, l'évolution de la sécurité sur les circuits, ce n'est que
des évolutions au fur et à mesure du déroulement de ta carrière. Donc voilà, tu ne peux pas t'asseoir et dire « Ah, on va souffler un peu ». Là, toi, c'est bien, c'est les vacances. Alors les team managers, on en imagine, on en connaît certains qui crient beaucoup sur tout le monde. Toi, il paraît que c'était à l'encontre de ça. On t'entendait pas crier, toujours calme. Alors, oui et non. J'ai jamais crié fort. Une ou deux fois, après un pilote, pourtant Dieu sait s'il était célèbre, américain, mais bon, il m'avait fait une boulette, alors là, je ne passe pas. Mais sinon, non, ça ne sert à rien de crier. Crier, si tu veux, c'est mettre les nerfs en plot à tout le monde, et Dieu sait si pendant 24 heures, tes gars, ils sont déjà avec le cursus qui est au maximum. Parce que, voilà. Et puis crier, si tu cries, c'est que tu n'as rien prévu avant. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu ne veux pas crier, et pour ne pas crier, il faut que tu aies prévu, je ne dirais pas tout, parce que ça c'est impossible, mais tout ce qui est imprévisible. Alors je sais que c'est compliqué, que c'est illogique, parce que si c'est imprévisible, tu ne peux pas le prévoir. Or, cet imprévisible tourne toujours quand même autour de la course. Ça reste dans un domaine quand même assez calculateur. Donc, il faut absolument que tu sois dans tes marques, et crier ne servira à rien. Et puis, si tu veux, mon équipe me connaissait bien. Écoute, j'ai des gars qui sont restés, mon motoriste, je l'ai mis en retraite, il est resté 30 ans avec moi. Celui que j'appelle le petit Polo, je l'ai eu à 18 ans, il est encore dans le CERT aujourd'hui. Donc, les gars me connaissaient à fond, ils avaient une pleine confiance, et donc c'était, alors pas de mouvement brusque, ça c'est vrai, mais le peu que je faisais, ils comprenaient tout, ils comprenaient bien, et puis j'étais assez précis dans mes décomptes de tours, de choses. Par exemple, ils savaient très bien que tant que j'étais derrière le bureau, c'est qu'ils pouvaient s'assoupir, il n'y avait pas de problème. Quand je me levais, ils savaient très bien que qu'il restait 5 tours à faire dans le relais, et donc il y avait tout un système qui se mettait en route, chacun reprenait ses marques, se réveillait s'il était 3 heures du matin, tu vois, et puis ensuite, tout était bien minuté, chronométré, ce qui fait que il n'y avait pas cette pression non calculée. Donc le deuxième secret, c'est la prévision. Le troisième, c'est être un métronome, en fait, avec ce que tu es en train de me dire? C'est un peu vrai. Enfin, c'était dans le milieu, c'était connu. C'est pas compliqué. La base, c'est de rester, enfin moi, pour moi, c'était ça, 24 heures derrière un écran, de savoir ce que moi, ma moto faisait, mais ça c'est facile. Mais savoir aussi les 5 motos qui pouvaient t'embêter, eh bien je les connaissais par cœur. Je savais quand est-ce qu'ils allaient s'arrêter, combien de temps ils allaient mettre en arrêt, quand est-ce qu'ils changeaient les roues. Je connaissais tout de ces motos qui étaient embêtantes pour mon classement à moi. Ça me permettait de connaître la finalité et de pouvoir anticiper sur ce que les autres allaient faire. Oui, 3 dixièmes de seconde. T'éternues, ça fait déjà plus de 3 dixièmes, on est d'accord. Voilà. Tu cours à Magny-Cours, tu fais 900 tours. Tu cours au Mans, tu fais 800 tours. Un tour, c'est 100 secondes. On est d'accord? Eh bien, si tu perds ou si tu gagnes 3 dixièmes à chaque tour, ce qui est infime, on est d'accord? Ouais. Ben, sur 800 tours ou sur 900 tours, alors 3 dixièmes, c'est une moyenne, mais une moyenne, tu vois, la moyenne de 3 dixièmes, c'est 3 tours à l'arrivée. Ce qui est énorme. Voilà. Et ce n'est que 3 dixièmes. Alors, si métronome, c'est aller chercher ces fameux petits dixièmes qui, généralement, à l'époque, disaient, bon, 3 dixièmes, si c'était l'époque où tu avais des gros écarts de pilotage même dans une même équipe, où des fois, tu pouvais avoir 2-3 secondes entre des pilotes, suivant les conditions, la nuit, la pluie et tout. Alors, tu vas me dire, mais 3 dixièmes. Oui, mais si c'est 3 dixièmes sur chacun de ces pilotes, dans une moyenne de 24 heures, quel que soit son chrono, ce sera toujours 3 dixièmes, tu vois. Eh bien, ça fait 3 tours à l'arrivée. Et il a fallu beaucoup de temps pour que les gars se rendent compte que Mélian, il était à cheval sur 3 dixièmes, enfin, je dis une moyenne, mais 3 dixièmes de seconde. Et du coup, le temps sur les relais, c'est beaucoup de pression pour justement perdre le moins possible quand un pilote descend de la moto. C'est pareil, tu fais 26 arrêts. On était les plus rapides. C'est grâce aux gars qui bossent sur la moto. Donc, on était l'équipe la plus rapide en intervention. Et le but était de faire une moto où il était facile d'intervenir, où tu pouvais le faire rapidement, mais après, il fallait une équipe aguerrie, parce que c'est bien beau d'avoir une moto où il est facile de faire une roue avant, une roue arrière, mais si tes gars, ils s'endorment sur le déboulonnage ou sur ce que tu veux, t'as vite fait de perdre. Et ça, c'était toujours entre 5, 7 et 8 secondes. On mettait, même sur tes très bonnes équipes, il leur a fallu beaucoup de temps. Le premier à nous avoir ramarré, c'est Christophe, GMT 94. C'est le premier à nous avoir ramarré, mais c'était fréquent d'avoir des gars, des bonnes équipes, où on leur mettait 10 secondes, 8 secondes. Fais 8 secondes par 26 arrêts.
Ça fait quoi à l'arrivée? Plus que les 3 dixièmes. Hein. Bah, ça fait au moins, tu vois. Et ça, c'est gratuit. Parce que si tu veux, c'est du temps gratuit par rapport au risque que vont prendre les pilotes quand tu leur demandes d'aller une demi-seconde plus vite. Tu vois? Donc Ça. oui, j'ai toujours été à cheval sur ces délais temps, sur ces choses-là qui sont primordiales et qui ne font pas prendre de risque aux pilotes. Sauf quand le pilote monte sur la moto et que la roue arrière n'a pas été remontée, c'est ça? Alors, ça, t'as été loin pour chercher ça. Alors, c'est ça. Raconte-moi, parce que c'est quand même hallucinant quand on y pense. Alors, oui et non. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à chaque arrêt, tu as vu, le pilote doit descendre. Ouais. À une époque, le pilote restait dessus, tu faisais le plein en même temps que tu changeais les roues. Ce qui est super dangereux, c'est-à-dire Oui, remplissage du réservoir. C'était comme ça. Ok. Voilà, des fois, tu te faisais mouiller les parties basses, n'est-ce pas? Et l'essence sur les parties basses, ça fait mal. Mais écoute, c'était comme ça. Et donc là, pour ne pas le nommer, c'est Pollen. Il était sur la moto. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. L'essence, on allait très vite avec l'essence. On mettait le temps d'écoulement de l'essence, c'était à peu près 4 secondes, 4 secondes et demie. Et alors, au moment où le gars enlève le bidon d'essence, je ne sais pas, il y en a un qui a dit un go. Tu vois? Et Pollen, qui était pourtant pas un peu dur de la feuille, il a entendu go. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en route. Alors généralement, la moto, elle démarrait jamais du premier coup. Il fallait qu'on la pousse. Et là, premier coup de démarrage, paf! Voilà, la roue, elle n'était pas mise, si tu veux. Donc, déjà, il aurait pu faire se couper les... Et la roue, elle s'est barrée, elle s'est arrachée. Et le bras oscillant, ouvert. Yes. J'étais pas très content. C'est une de tes grandes gueulantes? Oh non. Non, non, non. Oh non, non. Non. Ah, c'est vrai que t'as raison, j'ai gueulé quand même un peu. Ouais. À réfléchir, ouais. Tu pleures ou tu gueules, là? Ou les deux? Ah non, je gueule. Ouais, tu gueules. Ah oui, je gueule. Ah oui, oui. Ouais. Ouais. Parce que là, c'est perdu. Hein? Parce que là, c'est perdu. Ah bah là, c'était perdu. Ouais. On était en tête et tout. Donc Oh, tu ok. perds une course et peut-être le championnat. Il y en a eu un autre aussi où j'ai gueulé beaucoup. Enfin, mais fort. Le pilote, il arrive au moment de changer. Je ne vais pas le nommer parce que je sais qu'il a été vexé, il a pleuré. Tu vois. Mais c'était un peu mon gamin. C'était pas la vieille. J'en avais deux gamins. J'avais la vieille et un autre. La vieille et un autre petit. Et donc, il monte sur la moto et à ce moment-là, il n'a pas le brassard. Voilà. Et donc là j'ai vraiment pris des tours. Vraiment. Ouais, c'était juste un brassard, en fait. Eh oui, seulement tu ne peux pas partir. Le commissaire ne voulait pas. Je lui ai dit, mais il part, on s'arrête. Non, il a voulu. Alors qu'on aurait pu, mais bon, il ne voulait pas, il était devant la moto, brassard, brassard, brassard. Et donc, je lui ai dit, mais va chercher ton brassard. Et en plus, il y va, mais je croyais, tu sais, les casques sont dans les stands, et je pensais que le brassard était dans le stand. Ouais. Non, il était à la caravane en bas. Enfin, voilà. Et comment perdre des minutes alors que... Ah bah oui, donc là, si tu veux, j'avais un pilote japonais qui venait de descendre, alors les pilotes japonais sont tout de suite démontés, et je lui ai dit, il a fait enlever un gant, j'ai dit, tu remets tes gants, tout. Et j'ai dit, tu remontes, tu repars. Et voilà, mais là, j'étais en colère. Pour arriver à manager des Anglais, parce que tu as eu des pilotes, dans les 90 pilotes environ près. que tu as managé dans ta J'ai carrière. tout eu, hein, les Anglais, Australiens, Japonais, puis après toute la contrée de l'Europe. Ouais. Alors, il paraît qu'on n'a pas le droit de se faire aider quand on tombe pendant Ah, t'as vu l'endurance. ça aussi, t'es abominable. mais comment t'as fait pour trouver des trucs pareils? Non, on travaille un peu J'ai avant. pas dit que tu travaillais pas. Et c'était qui le pilote? Je sais que c'était un Anglais. Oui, C'était pas Cohen? non, Witham. Witham, pardon. Voilà. Et oui, parce que si tu veux... Donc, là, tu tombes, tu n'as pas le droit de te faire aider. alors, oui et non. Le problème, c'était que Witham, si tu veux, pilote de vitesse à l'époque, anglais, n'ayant jamais fait l'endurance. Donc, à mes briefings, tu expliques. Si vous tombez, vous vous démerdez, vous poussez... Alors, mes gars savent, tous les pilotes savent que tu tombes, tu dois te débrouiller, sauf qu'il y a des endroits où les commissaires peuvent te pousser. D'accord. Par exemple, si tu tombes, et c'est le cas dans ton petite histoire que tu veux absolument que je relate, là, t'es abominable, c'était dans le Dunlop, dans les S de Dunlop, il tombe. Bon, il était parti dernier, il voulait repasser en tête, alors, poum, crac, poum, tonneau. Voilà. Et donc, si tu veux, le bac à gravier du S est très très grand. Et pour des raisons de sécurité, les commissaires t'aident à relever la moto et traversent. Mais tout le monde sait ça. Ouais. Tous. Oui, sauf que lui, il n'avait jamais fait d'endurance. Voilà. Et puis, il était resté, on lui avait dit, il faut que tu écoutes le chef, parce que Le sinon, chef, ouais. tu vas prendre une soufflée. Et donc, lui, restait là-dessus, faut pas toucher. Donc, il relève la moto, il commence à pousser, un commissaire arrive derrière et l'aide. Et il lui explique en anglais, mais le commissaire, que dalle, qu'il ne faut pas toucher la moto. Mais tu sais, il lui dit, genre, juste, touche pas. Bon,
Le commissaire ne lui pique pas, donc il repousse, le commissaire repousse. Là, il commence à lui taper sur les mains, quand même un peu, il lui dit mais je te dis, enfin, il lui dit en anglais, ne pousse pas, bon. Et puis lui, le commissaire, plane un peu, et donc à la fin, il continue à pousser. Et comme il voit le commissaire qui lui aussi continue, voilà, il lâche la moto, il prend le commissaire, il le met un pas. Donc là, bien sûr, ça la fout mal parce que gros plan de télé, tu vois ce que je veux dire là. Donc, on va expliquer au jury que c'est de ma faute. C'est ce que je leur ai dit. J'ai dit, mais c'est de ma faute parce que je lui ai dit qu'il ne fallait pas qu'il se fasse aider, de disent de là. Donc ça les a un peu fait rire. Ils ont compris que c'était pas méchant, mais ça avait été marqué dans les annales. Alors, la film a été sympa parce qu'ils lui ont mis 3 mois de retrait de licence, mais l'hiver. Quand personne ne roule. Donc voilà. C'était sympa. Ça avait été sympa. Ils avaient fait un geste disant on doit sanctionner. Et c'était logique qu'ils sanctionnent, tu vois. Mais c'est pas sympa de rappeler des anecdotes comme ça. Écoute, t'en as beaucoup d'autres? J'en ai quelques-unes dans mon panier. J'en ai quelques-unes. Comment ça se passe dans une course quand tu as, et ça a été le cas, une numéro 1 et une numéro 2 qui vont presque terminer la course et en fait ça va être le CERT 1 ou 2, mais une des deux, et que les pilotes le savent. Donc c'est quoi? C'est encore plus d'angoisse pour toi que tu dis au pilote, bon alors c'est Vincent Philippe qui doit gagner. Ça s'appelle un joker. Un joker, voilà. Non, alors... Dans les oreillettes, non, c'est lui qui doit gagner. D'abord, on n'a pas d'oreillette. J'ai jamais décidé une course avant le départ. Alors ensuite, il y a plusieurs choses qui peuvent faire que tu as, pendant la course, une décision à prendre. Et c'est jamais facile. La première des choses et la plus importante, c'est le championnat. Le résultat au championnat. Gagner une course, c'est bien. Gagner un championnat, c'est... Oui, mais gagner un championnat, c'est primordial pour une usine. Ça peut calquer ton suivi de course. Et il se peut que tu puisses, si tu veux, faire que à 3 heures ou 5 heures ou 6 heures de l'arrivée, tu puisses, si tu veux, faire passer la moto, la 2 devant la 1 ou la 1 devant la 2. Et ça, c'est pas facile. Il faut le faire, si tu veux, sportivement. Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de team managers qui ont eu à gérer 2 teams, en fait. C'est-à-dire le team de la 1 et le team de la 2 en même temps sur la même course. Enfin, c'est déjà dur d'arriver à mener une moto à gagner, on le voit. Et 2, surtout c'est pire, c'est 2 fois les plus. doublés. On a fait quand même pas mal de doublés. C'est vrai que pour un pilote qui, lui, n'est pas sûr d'être champion du monde, s'il a la victoire à portée de main, tu vois, il va défendre sa victoire. Ce qui est logique. Et quand tu lui dis donc, machin, ce serait bien si tu pouvais passer, tu sais, l'autre devant. Là, voilà. Bon, heureusement qu'il y a du panotage pour expliquer qui est où, c'est ça? Après, le panotage, c'est toi qui le fais. Oui. Avant, c'était, ça se fait plus. Mais au tout début, c'était les femmes qui panotaient. Les femmes panotaient leur mari. Dramatique. Tu leur disais, mets blanc. Pourquoi elle a mis rouge? Enfin, toi, mais moins. Pourquoi qu'elle a mis plus? Elles géraient leur course, elles géraient leur mari sur la moto, et non pas ce que je leur disais de marquer. C'était dur. Mais le dis pas. Non, ça fait partie des grands secrets, le panotage. Voilà. Et Dieu sait, et c'est vrai, si le panotage, si tu veux, c'est important, parce que justement, on n'a pas d'oreillette, on n'a pas de liaison, un pilote est stand, et que donc, tu dois tout faire par panotage, et tu dois leur donner des indications qui tiennent debout. Donc il faut que ce soit vite lu, mais que cette lecture, elle te donne les éléments qui vont permettre au pilote d'aller plus vite, moins vite. Alors maintenant, on a l'électronique sur les motos qui fait que change la map, mais ci, mais ça, tu vois, on leur passe tout ça. C'est très compliqué, mais le panotage aujourd'hui doit être vraiment, vraiment bien fait, mais donner les infos aux pilotes. Ils ont leur chrono sur la moto. C'est important, c'est vrai, mais le pilote, il a besoin de se situer par rapport aux autres. Et seul le panotage peut te donner des écarts, machin est en train de remonter, machin est dans les choux, et puis les infos techniques de la moto, encore une fois, pas un livre, mais suffisamment pour que le gars puisse agir sur les réglages de la moto. Et ça, c'est ouf quand même, parce que le panotage, c'est pas dans un S où il est à 80 km/h, c'est en pleine ligne droite quand il est parfois à 300. Alors, les numéros sur les motos sont importantes. Le 1, c'est quand ta moto elle est championne. La 2, et quand tu fais à la fois la 1 et la 2, c'est comme ça que tu as le numéro 0 sur une moto. Le numéro 0, c'est mieux que 1? Non. Et c'est pour ça qu'il y a eu un Superman après sur une moto Suzuki? Non. Si tu veux... Le numéro 0 d'abord. Non. Les numéros, en général, les 10 premiers numéros des motos, donc de 1 à 10,
correspondait à ton classement de la saison précédente. Voilà, ça c'était attribué. Et puis la FIM, si tu veux, des fois ils ont des idées changeantes, des fois ils oublient. Et donc ça leur est arrivé qu'ils ont attribué des numéros sans tenir compte du classement. Alors moi, j'ai toujours été un peu ancré là-dessus. Donc, ah non, non, Dominique, ça n'a jamais eu lieu. Donc là, j'avais toujours mes petits bicelles, mon bréviaire. Et ça, c'est quoi? Ah, mais ça, Dominique, c'est très vieux. J'ai oui. Alors, on va plus tenir compte des 10, mais on va tenir compte des 5. Ah bon, oui, si tu veux. Donc, les 5 premiers se retrouvaient. Ça a duré 1 an. Au bout d'1 an, il y avait des gars qui étaient habitués au numéro 2. Il y en a même un qui voulait le numéro 1. Et donc, une année, on était champion du monde, bien sûr. Et donc là, normalement, le 1 me revenait. Ah ben non, ils avaient distribué le 1, le 2, le 3 à tout le monde. Et moi, j'avais plus de numéro. Il fallait que je prenne le 10 ou le je ne sais plus combien. Ah, non, non. Totalement injuste. Surtout pas le 11. Mais non, c'est pas une question de fierté. C'est une question de boulot. Le pilote, si tu veux, et le team ont bossé pour que tu puisses avoir ce numéro 1. Et le numéro 1, si tu veux, c'est important parce que c'est le résultat de toute ton équipe pendant toute une saison. Là, le numéro 1, c'était nous. Donc, le numéro 1, il était pris, le mec ne voulait pas en démordre, mais j'aurais mal à la place de l'autre team, j'aurais jamais gardé un numéro 1. C'est un excès de ce que tu veux, d'avoir une tête comme ça. Alors, j'ai dit à la FIM, puisque c'est comme ça, je prends le numéro 0. Voilà. Ah non, non, ah ben, j'ai dit, le 0, c'est un numéro? Oui, ben, si c'est un numéro, je prends le numéro 0. Oui, mais normalement, c'est... Oui, mais j'ai le 1, vous l'avez donné. Donc, là. Et puis voilà, donc on a eu le 0. À l'époque, c'était avec Jean-Michel. C'est le seul team, le CERT, qui a eu le numéro 0. Que je sache, oui. Ouais. Ce qui confirme une nouvelle fois que c'était un team hors extraterrestre, en fait. Non, mais non, si tu veux, je suis têtu borné, je te l'accorde. Mais il faut comprendre, si tu veux, c'est pas du pipeau ce que je te dis pour ce fameux numéro 1. C'est pas se faire plaisir, c'est pas dire aux gens, vous avez vu mes pectoraux. Non, c'est vraiment le résultat d'une équipe. C'est quoi le plus important dans un team? C'est le pilote, c'est le mécano, c'est la panoteuse? Dans une team d'endurance? Ouais, dans une team d'endurance. C'est le cuisinier. Non. L'endurance, c'est pas l'histoire ni du chef, ni d'un bonhomme. Surtout pas. Si c'est le chef tout seul qui se dit être le roi de l'endurance, tu t'écroules. C'est impossible. Tu ne peux, en endurance, que partager ton boulot avec ton équipe. Mais c'est indissociable. Et j'ai toujours eu, à part j'ai toujours eu des pilotes qui ont été reconnaissants au boulot qu'ont fait les mécaniciens. Alors tu vas me dire que c'est normal. Ben, tous les pilotes le font pas, tu vois. Et moi, j'ai toujours eu cette chance d'avoir des gars qui reconnaissaient le boulot qui avait été bien fait, les interventions bien faites. Alors, quand on parle d'intervention normale, c'est toujours facile. Mais quand tu te tapes un moteur qui a pété, qui fait, par exemple, la culasse, elle était en train de jaunir, donc ça faisait 180 degrés, tu n'avais plus d'eau, tu n'avais plus d'huile, et que tu dis au mécanicien, au gars, au motoriste, eh ben, vas-y, on démonte. Et le gars, il ne se pose pas de questions, du moment que le taulier il a dit qu'il fallait démonter, il démonte. Eh ben, si tu n'as pas des gens comme ça, moi j'aurais arrêté l'endurance, j'aurais jamais tenu 40 ans. Ce qui m'a fait mener. Et souvent j'avais un peu les larmes aux yeux, cette fois-là surtout, parce qu'il s'était passé, à cause de cette casse mécanique, un entrain au milieu de tous les gars, des pilotes et tout, que j'ai rarement trouvé. Et si tu veux, les gars, ils se sont donnés à fond. Ils avaient des pansements, ils étaient brûlés et tout. Ils en ont chié, c'est le mot qu'il faut employer, vraiment. La moto est repartie, et je verrai toujours Grand Paul, c'était mon motoriste, dire, tu sais, Dominique, on a remis en route, et comme tout était déformé, ça fuyait, la culasse, elle fuyait. Donc on a serré, jusqu'à ce que ça fasse... Oui, je suis d'accord. Donc normalement, ça aurait dû casser. Et mes pilotes, ils me disent, qu'est-ce qu'on fait? Ben, je dis, on mettait dedans, hein. On a perdu 1 heure, il faut mettre dedans maintenant, débrouillez-vous. Ah oui. Ils m'ont dit, oui, sûr, oui, vous ne posez pas de questions, vous mettez tout dedans. Si elle casse, c'est pas grave, si elle casse pas, on est champion du monde. Parce que j'avais calculé que si on pouvait, 1 heure d'arrêt nous faisait quand même terminer la course dans les points. Et de fait, on finit la course dans les points, on ramasse 2 points et on est champion du monde avec 2 points d'avance. Et c'est là où le team manager, il a fait son taf. Du coup, les outils, c'est important. Est-ce que c'est ça qui fait la différence? Si on devait faire la comparaison entre 2 team managers, il y en a un, c'est juste la boîte à outils et les clés standards. Et puis le bon, c'est celui qui a une clé dynamométrique. C'est ce qui va permettre de régler au poil près les choses? Logiquement. Ça sera notre séquence technique et mécanique. Tu ne devrais pas me poser cette question. Parce que
logiquement, tu ne peux pas te pointer avec une moto qui est mal préparée. Déjà, une moto bien préparée, il nous faut une trentaine d'heures pour monter un moteur, de A à Z, en préparant les jeux, les pièces, à peu près 30 heures. Donc, si, dans les 30 heures, tu laisses passer un tout petit chouïa de quelque chose, tu sais que de toute façon, tu vas avoir un problème. Déjà, en ne laissant rien passer, tu n'es jamais sûr, techniquement, d'aller au bout. Bon, et ben c'est maintenant la rubrique technique. Mécanique. Absolument indispensable. On l'a vu, hein, pour serrer des choses, il faut une clé dynamométrique qui va permettre de visser avec le bon couple une vis. Mais quand on n'a pas de clé dynamométrique, et surtout quand on n'a pas besoin de visser, mais au contraire de dévisser une vis grippée, comment on fait? Ouais, les muscles, ouais, enfin on risque de ripper tout simplement la vis, quelle qu'elle soit. Eh bien, il existe les tournevis à frapper. Eh ben en fait, oui. du coup, on allie la force du tournevis et la force du marteau. Oui, on transforme, au lieu de tourner, ce qui n'est pas toujours évident, et d'avoir une force de rotation, eh bien par contre un marteau, ça fait mal quand on tape dessus et on applique la force du marteau sur un tournevis conçu à cet effet-là. Et c'est exactement ce que l'on a ici avec cet outil Craftmeyer. On en trouve à partir de 15 € à peu près sur le marché. Après, en fonction des marques, ça peut monter jusqu'à 150 voire 200 €. Mais ici, on a un petit kit qui fait 15 € où on va choisir soit du cruciforme, soit une vis à tête fendue. Oui, 7 embouts, c'est ça? Ouais. En l'occurrence, ici, il y a effectivement 7 embouts. Après, il suffit de le placer comme on le fait dans tout ce type de système-là. Là, il faut juste remarquer qu'il est réversible. Donc, on peut à la limite l'utiliser aussi pour visser. Personnellement, je préfère une vraie clé, un vrai tournevis pour visser, parce que ça évite de tout casser. Par contre, quand la vis elle est bien grippée, qu'on n'y arrive pas, ça c'est souvent la solution, juste au moins pour faire amorcer que la vis, amorcer le dévissage. Puis après, on termine avec un marteau. Et comment on s'en sert? Tout simplement, hein. On met ça dans la vis et puis on donne un coup de marteau avec. En l'occurrence ici, il s'agit d'un maillet de mécano tout simplement. On n'est pas fer contre fer, donc c'est un petit peu plus doux pour le matériel, mais il ne faut pas hésiter à donner un bon coup sec. Et puis ça permet de résoudre plein de problèmes de vis rouillées, coincées, etc. Et où la force de dévissage avec un tournevis standard risque juste d'abîmer le pas de vis. Et après, c'est foutu. Et après c'est autre chose. Après, ça devient vraiment du gros boulot. Donc, avec ça, en fait, on sauvegarde plein de situations et c'est le petit outil indispensable dans toute trousse de bons mécanos. Ton Graal, c'était quoi? Le Graal, si tu veux... C'est cette synergie humaine? Ouais, je crois. C'est ça, le Graal. Ça peut être même des choses tout à fait idiotes, si tu veux, qui vont paraître idiotes. Par exemple, dans les années, on a passé le cap des 2 minutes au Castellet, c'est dans les années 90. Tu sais, on était toujours 2 minutes et quelque chose autour. Et puis Hervé, avec la moto, c'était la 88 peut-être. Ouais. Pouf, une 58. Ça paraît idiot de dire ça. Aujourd'hui, on est, tu vois, non, mais c'est symbolique. Ils vont rire. Mais à ce moment-là, tu passais pas le cap des 2 minutes. Et Hervé, c'était aux essais. Il arrive, il enlève le casque. Et on a eu tous les deux une larme. Et même là, j'ai encore le frisson. Parce que, encore une fois, c'était le boulot du pilote. C'est lui qui a été les chercher. Mais derrière, il y avait le boulot de l'équipe qui avait fait la moto pour aller chercher les 2 minutes. Tu vois. Donc, c'est peu de choses. C'est pas toujours et uniquement quand tu gagnes et uniquement quand tu es champion du monde. C'est l'endurance, tu vois, c'est ça qui est prenant de l'endurance quand tu es à fond dedans. C'est toutes ces petites histoires humaines. Même la mécanique, tu la ramènes à l'humain parce qu'elle ne peut fonctionner que si l'humain a mis les pattes dedans et les pattes au bon endroit. Ça me va bien avec le repère des motards. Tu vois, c'est ça. Des humains. Et cette passion, en plus du boulot, fait que tu peux franchir un peu les montagnes. C'est quoi ce qui a été le plus dur? La montagne la plus difficile à franchir, ça a été quoi? Il y a eu des moments difficiles. Une moto qui casse 6 minutes avant la fin, ça doit être dur. Oui, encore 6 minutes, t'es large. Ça fait 4 minutes. 2 tours. 2 tours. Ouais. Là, par contre, oui. Là, ça fait mal c'est dur. au cœur, ouais. Oui, parce que si tu veux, tu parles de Suzuka, surtout il y avait le titre. Oui. J'avais calculé la course en disant au pilote, je me fous de ce qui se passe devant. Je veux que vous soyez devant un tel, c'est tout. Voilà. Donc, si il se traîne le cul, vous allez vous traîner le cul aussi. Je veux qu'on finisse à cette place, parce qu'à cette place, on aura les points. La mécanique, on ne va pas la brutaliser de trop, et vous serez champion du monde, messieurs.
Et donc les pilotes avaient vraiment accepté en disant « Ok, on te suit à la lettre ». Et ils avaient suivi à la lettre. Et donc on casse pour un truc tout bête sur cette moto, mais on n'y est pour rien, mécaniquement on n'y est pour rien, sauf que cette bricole, si tu veux, voilà, elle a cassé, elle a décidé de casser. Donc voilà, tu as 2 tours, alors que tu as pris soin de ta mécanique, tu as pris soin des bonhommes, et là, tu es impuissant, si tu veux, et là, oui, là, ça ruine un peu le bonhomme. Ouais. Mais est-ce que c'est pas un peu ça l'endurance? On a vu justement des teams parfaits aux qualifs, parfaits aux essais. On l'a vu en voiture, hein. Ouais. Là, il n'y a pas longtemps, hein, les derniers 24 heures, hein. Il tombe en panne dans le dernier tour, alors qu'il était en tête de sa catégorie. Hein. Donc, ça a toujours existé, si tu veux, la fameuse panne dans le dernier tour. Mais sincèrement, quand elle te tombe dessus, tu peux prendre un pétard et tirer. Hein. On va terminer sur quelque chose de plus heureux. Ton meilleur souvenir? Ouais, mais là, c'est dur, j'en ai plein de meilleurs souvenirs. Ton meilleur souvenir, c'est d'être fait enfariner dans le box? Ah, t'as su ça aussi? Oui. Ah, ça avait été grandiose, là. Et pourtant, on n'avait pas gagné. Mais là, ça avait été une furie, c'était au Castellet. On courait partout, il y en avait qui étaient à poil, parce qu'ils étaient sortis de la douche et on les avait foutus. Oui, j'ai pas osé dire, il y avait des trucs sexuels aussi, mais... C'est énorme, énorme, énorme. Mais, donc, pareil, on avait eu un peu d'ennui et Dominique Sarron s'était retrouvé plein de farine, ça coulait de partout. Oui, enfin, j'ai des photos de toi avec de la farine aussi. Et puis des œufs. Et donc, on avait poussé le vice, Honda avait gagné. Et ils avaient rassemblé tout leur staff, et puis les invités dans la toile de tente, dans leur truc, si tu veux. Et je ne sais pas qui a lancé l'idée, mais je n'étais pas contre. Et donc, on a rassemblé tout ce qui nous restait, enfin, eux, moi je ne suis pas allé, tout ce qui restait de bouffe, et ils ont deviné d'ouvrir tout, tu vois, et direction Honda, et ils ont repeint tout le monde. Je te dis pas. Alors après, ça courait partout, c'était énorme. Tu avais une furie dans tout le parc, il y avait les remises des prix à faire à la fin, chose qui ne se fait plus maintenant, mais il y avait les remises des prix, donc on est tous arrivés en retard. Mais, par exemple, comment il s'appelait, qui était manager chez Honda, pas Guillou, hein, après. Ah mince. Joker. Oui, bah écoute, je ne sais plus. Ça va On le retrouvera. 3 fois il s'est changé. Mais oui, mais il est fou. Il venait me chercher, qui était moi avec un œuf et des trucs. Donc quand il est arrivé, il s'est fait repeindre. Oh, il rigole. Bon, il va dans sa caravane. Il se rhabille, il revient me voir. Je dis, mais t'es Marco, toi. Faut pas. Donc, il s'est fait repeindre à 2. Alors, il faut qu'il change 3 fois. La 3e fois. Voilà. Et donc, on est arrivé à la remise des prix. Heureusement, il n'y a pas eu trop de photos. Mais on était tous gainés, dégainés, abominables. On puait tout ce que tu voulais. C'était énorme, énorme. Ouais. Sourire. Mais c'était un des souvenirs. Mais il y en a eu. Ouais. On en revient à Alésia, en fait. C'était la guerre. C'est un peu ça, oui. Ouais. C'est un peu ça. Et là, du coup, on en revient à tes premières heures de moto avec les grands... À Alésia. Au grand rassemblement de motards. Alors, si tu veux, là, tu arrêtes la course et tu vas vers la moto de route, ce qui a été, si j'ose dire, quand même mes premières amours. J'ai commencé par la route, j'ai commencé... oui. Et donc, on ne faisait pas de la moto tout seul à ce moment-là. Et donc, d'une part, j'étais à ce club de la Villette. Il y avait Roger Ruiz, entre autres, son frangin. Rogerie, Michel, et donc on était toute une bande, quand même on était une bonne dizaine, à la Villette, à redescendre, tu le disais, sur Alésia. Et Alésia, aujourd'hui, Alésia, tu te rappelles, tu vois comment c'est, il y a l'église, oui, mais tu vois pas autre chose, il y a le cinéma aussi à Alésia. Oui, tout à fait. Voilà, il y a les cafés aussi. Voilà, je ne sais pas si c'est les mêmes propriétaires, mais si c'est les mêmes, ils doivent se rappeler, et même le curé de l'église peut-être aussi, se rappeler qu'à une certaine époque, le vendredi soir, c'était un bazar, et là je suis vraiment très poli en disant bazar, parce que on avait beaucoup d'anglaises, et une anglaise, ça fuit. Obligatoirement. Eh oui. Donc quand tu as une centaine de motos d'alignées sur le trottoir, jusque sur le perron de l'église, si tu veux, c'est vrai que ça fait pas propre, il y a beaucoup d'huile. Et puis à l'époque, on était en tube d'échappement. Ah ouais. Alors même si c'est un twin, une anglaise, tu sais, on faisait prendre des tours à la machine, quitte à passer les bielles à travers. On n'allait pas au rupteur, il n'y en avait pas. Le seul rupteur qu'il y avait, c'était les bielles quand elles tombaient dans le fond. Donc on n'allait quand même pas trop les chercher. Mais donc Alésia, c'était le rassemblement du vendredi soir. Et par exemple, pour une anecdote entre autres, un décidait d'emmener le groupe. Alors on était un nœud, un petit peu, un noyau d'une vingtaine de motos. Et puis tu en avais 80 autres à peu près qui venaient se rassembler avec nous. Alors le but c'était d'emmener ce noyau à une destination. Alors par exemple au tout début de Rungis, on est allé à Rungis par exemple. Mais Rungis c'était trop dangereux, les mecs avec les camions ils reculaient pour nous barrer. Donc c'était trop dangereux. Et donc
Par exemple, j'avais emmené les gars à l'ouverture d'un grand centre commercial à Versailles qui s'appelait Parly 2. Et on voit bien le spectacle très versaillais, Voilà, col fermé, le Chesnay, si tu connais. Et imagine. avec des loupards en fait. Bah, Parly 2, si tu veux, le premier. Maintenant, il y en a plein partout, mais là, c'était le premier. Et il y avait des bars et des restaurants. Et il y avait beaucoup de rouge. Tu sais, en velours. C'était très, très beau. Et donc, imagine, cette journée-là, enfin, cette soirée-là, il pleut. Alors, aujourd'hui, quand il pleut, on a des beaux équipements. Mais nous, à l'époque, quand il pleuvait, on avait ce qu'on appelait des barbours. Alors, les barbours, toi, tu connais le barbour, mais tout le monde ne connaît pas. Pour entretenir le barbour, on le graissait. D'ailleurs, c'était obligatoire. Bah oui, sinon ça prenait l'eau. Donc c'était bien gras. Alors imagine le propriétaire du restaurant de Parly, voyant arriver 80 motos ou 100, peu importe, toutes pleines de flotte, avec des trucs qui brillaient. C'est de l'huile, c'est du gras qu'ils ont sur le dos. Et donc rentrer dans le truc pour venir s'asseoir et se vautrer sur les beaux canapés rouges, mais un joli. J'ose pas. Ils n'ont pas pris le fusil, mais ils auraient pu. Et donc, c'était un peu ça, notre équipée sauvage, nous. Mais par contre, on avait... Alors, bon, on n'arrivait pas tous non plus. Hein. Là, cette fois-là, on n'était pas tous arrivés. Il y en a qui avaient un petit peu... Il y avait eu du déchet. Bah oui, ça glissait un peu. On n'avait pas les pneus d'aujourd'hui aussi. Pas toujours, alors il fallait faire avec. Alors, bah, c'était jamais bien grave, mais enfin, ça tombait un peu. Et donc, on faisait beaucoup de trucs comme ça, sympas. Et les bistrots qui faisaient l'angle, c'est la naissance du Joe Bar Team et de cet esprit de ces années-là, en fait. C'est ces années-là, si tu veux. Le Joe Bar Team, le journal, que tout le monde, ou presque tout le monde, tout motard connaît, a vu le jour avec l'arrivée des Honda. Dans le Joe Bar, tu as la 4 tubes. Tu avais encore les Ducati, les 900, donc les Anglaises. C'est un peu nous, parce que c'était l'histoire de notre noyau, si tu veux, sans jamais pouvoir dire ça c'est moi, ça c'est moi. Mais nous, on savait... Il y a quelques noms qui traînent quand même, identifiés. C'est possible, oui. Mais on retrouvait les frappadingues avec les Honda. Alors, si tu veux, en 69, l'arrivée des 4 tubes Honda, et les deux premières Honda, moi j'ai eu la rouge, et Michel Rouget a eu une bleue d'Amérique. Donc, tu veux, on était les deux premières, et puis après, c'est arrivé vraiment au début 70, toutes les Honda. Et le journal est arrivé, je pense, dans ces années-là, quoi. Ah si, moi je garde plein de choses de ces années-là, parce que c'était mes débuts de moto, et on faisait de la moto d'une façon différente à celle d'aujourd'hui. La réaction des gars, l'ambiance, pas que ce soit mal aujourd'hui, c'est pas ça, je dis différent. On n'avait pas les mêmes motos non plus, si tu veux. Ça freinait pas. J'allais dire, on avait des pièges, tu vois. Heureusement que ça allait pas vite, parce qu'on n'avait pas de frein. Donc, donc on s'arrêtait, on était en panne souvent, on ne pouvait pas s'arrêter sans faire une tache d'huile comme ça. J'avais un copain qui avait une Saroléa, il mettait plus d'huile que d'essence, alors t'as qu'à voir. Et c'était pas une légende. Non. Donc la façon de rouler était différente, et puis on se lançait des défis. Par exemple, l'arrivée des Japonaises face aux Anglaises. Alors les vrais motards, c'était les Anglaises, quand même pas poussés. Hein. Les vraies motos, c'était les Anglaises. Les Japonais, c'était des rigolos avec leurs trucs... leurs 4 pattes poussifs. Voilà, enfin, des fois ça marchait quand même. Mais bon, tu vois, on les caricaturait avec un nœud pape, tu vois, enfin bon, voilà. Donc ça finissait toujours, pas en bagarre, hein, mais c'était toujours, vous êtes tous, puis vous êtes des navettes, vous avancez pas avec vos Anglaises, et puis hop, finissait toujours le défi. Donc à l'époque, on buvait un coup à Versailles aussi. Et donc c'était de faire Versailles-Rambouillet. Vallée de Chevreuse, si tu connais, les 17 tournants, Dampierre. Donc Dieu sait si ça tourne. Alors on partait à 25, généralement on arrivait à 5, 6. Ça me rappelle d'autres histoires. Oui. Tu vois, voilà. Et donc, on n'en a jamais, entre guillemets, tué un. Jamais non plus à l'hôpital. Mais les motos, elles arrivaient, non, elles n'arrivaient pas. Donc toutes les histoires du JBT à l'hôpital avec les plâtres, voilà. etc. Alors, ça passait, c'était beau, c'est ça, hein. Oui. On n'a jamais eu de trouble trop grave. Ça aurait pu se faire vraiment énorme. Je me rappelle, au tout début de Rungis, on y allait, et la route n'était pas encore faite comme il faut, et tu avais des ronds-points. C'était le début des ronds-points. Tu vois ce que je veux dire? Donc on se tirait quand même la bourre avec des motos qui n'avançaient pas, mais on roulait. Même si tu roules à 120, c'est vite. Surtout quand tu n'as pas de frein, que tu t'aperçois qu'il y a un truc au milieu qui n'est pas signalé. C'est quoi? Faut faire le tour. Alors les premiers, ils ont bien fait le tour. Moi j'étais devant, j'ai fait le tour, si tu veux. Mais le 3, 4e, lui, quand tout le monde s'est écarté, parce qu'on faisait le tour des deux côtés. Hein. Oui. Oh, sérieux? Ah bah oui, un rond-point. Mais toi, dans les années 65, 70, tu rigoles, tu n'avais pas de rond-point.
loin, très peu. Donc là, t'arrives un paquet de mecs. C'est comme le Tour de France vélo, si tu veux, ils font le tour des ronds-points comme ça. Nous, on est arrivés, ça passait pas tout du même côté, il fallait bien se couper en deux. Voilà. Mais le mec qui s'est trouvé au milieu, et un surtout, et donc là, lui, il a tiré tout droit. Et là, on a vraiment eu peur. Pourquoi? Parce que ce rond-point, c'était le dépôt ils s'en servaient comme dépôt de tout ce qui ne se servait pas dans les chantiers, donc des poteaux, des barrières, des trucs. Et tu avais des poteaux en bois, toi, qui étaient bénés avec un camion, et qui étaient en l'air. Et le gars, on les revenait, enfin, on n'a pas été loin, parce qu'on s'est arrêté, quoi. Hein. Et là, franchement, j'ai eu peur. C'était humain de s'arrêter. Parce que tu ne peux pas faire autrement, tu l'avais vu plonger, on se connaissait tous, quoi. Et donc là, plus de bruit, plus rien. Et franchement, il n'y a personne qui voulait aller voir, parce qu'on voyait, même s'il faisait nuit, on voyait les bouts qui dépassaient. Et puis tout d'un coup, il se met à gueuler, acheter tous les bouts. Enfin, tu vois, je te passe les mots d'oiseaux qui sortaient, et là... tu ne peux pas savoir comment on s'est vite plongé dans le truc pour ressortir sa moto. Eh bien, il était coincé entre deux bouts de bois qui étaient comme ça, il était tombé au milieu. Voilà, c'est pour ça que je dis que la moto a beaucoup changé. C'est même impensable de faire le 10e de ce que l'on faisait parce que tu te serais fait coiffer par les flics, par les gens même, tu vois. Ça laisse des images, mais tu ne peux pas comparer avec aujourd'hui. C'est pas mieux, c'est pas pire, c'était complètement différent parce que les motos étaient différentes, parce que notre mentalité de motard était différente. Ça ne nous empêchait pas de tourner les rétroviseurs des mecs qui ne voulaient pas nous voir. Hein. Ça, oui, ça c'était le truc. Tourner le rétroviseur à l'envers parce que le mec il nous avait mis un coup de pare-choc. Bon, ça, on n'aimait pas trop. On rejoignait un peu cela. Oui, toujours Elvis. Un peu. L'échappée sauvage. L'album du Jobard Team, les albums, il n'y a rien de méchant dedans. Tu sais, t'as l'autre qui rentre. Bon, des fois, les gars, ils étaient un peu. Ah, bon, on avait bu un coup de trop. Enfin, moi, non, je ne picolais pas. Moi, mais t'en avais un peu. Bon, mais le Jobard, tu vois. Et puis, c'était toujours le pari. On va faire un pari de ceci, pari de cela. Mais c'était pas méchant, quoi. Pour dire, c'est toute une histoire, qui nous éloigne beaucoup de la course, si tu veux. Alors, c'est bizarre que je sois arrivé à la compétition. Alors qu'elle, par contre, la compète se doit d'être très stricte, très précise. Alors que ce qu'on faisait en route, c'était très décontracté, c'était, j'allais dire au jour le jour, non à la minute même, parce que des fois, on improvisait des choses, mais ça avait ce côté charmant, ce côté plaisant d'une façon de faire qui est différente aujourd'hui. Mais on va parler de voyage un tout petit peu. Tu as quand même voyagé beaucoup, parce que le CERT, c'est quand même le Japon. C'est tout. C'est Suzuka, ce sont des courses extraordinaires. Il y a quand même quelques courses en Europe. Oui, et puis bon, en Amérique du Sud, le Mexique, toute l'Europe, la Chine, un peu. Moi, j'ai voyagé beaucoup. Je connais beaucoup les circuits de tous ces pays-là. Mais tu vois, prends le Japon. J'ai dû aller, j'en sais rien, 50 ou entre 50 et 60 fois au Japon. Et sauf une fois où un de mes Japonais m'a dit, Dominique, on faisait donc Hamamatsu. Hamamatsu, c'est en dessous de Tokyo. On va faire un Hamamatsu, généralement c'est l'autoroute pour aller à Suzuka. Mais on va traverser le pays. Ah, on avait du temps, donc on a pris les routes japonaises. Et les routes japonaises, c'est les routes en France il y a 70 ans. Donc tu traverses des bleds, des machins, des trucs. J'ai voyagé dans le Japon et c'est vrai que j'ai trouvé des choses que l'on ne voit pas quand tu es sur l'autoroute. C'est au cœur du pays, c'est des petites routes, des petits boucans, des petits villages japonais, hormis le fait que j'avais pas bien mangé, mais j'en garde un bon souvenir. Mais tu vois, je suis allé au Mexique, je suis au Brésil. Brésil encore, on y est resté longtemps parce que les caisses étaient restées bloquées 12 jours en douane. Et donc on avait beaucoup voyagé autour de Brasilia et on aimait beaucoup les Brésiliennes quand même. On les était bien, les Brésiliennes. Oui, elles ont des jolies formes, les Brésiliennes. Oh, tchoulou. Bon. Mais sinon, ailleurs, si tu veux, rares sont les endroits où on a fait du tourisme. Je le regrette un peu aujourd'hui. Et du coup, s'il y avait un pays à voir pour voyager, ou ton pays de rêve pour voyager, c'est où finalement? Eh bien, je suis très embêté pour te répondre à ce niveau-là. Si tu veux, il y a plein de pays. La Thaïlande, c'est joli. Mais en Europe, tu as les pays du Nord, si tu veux. Norvège, on a fait aussi là, la Norvège, la Finlande. C'est très beau. C'est différent de chez nous, tu vois. La vie est différente, les paysages sont différents. La Hollande, par exemple, c'est tout différent. Tu te fais engueuler tout le temps par les mecs en vélo. Tu as manière de mettre un pied sur la piste cyclable, ils n'arrêtent pas de gueuler. C'est le mot qu'il faut employer. Mais par contre, vivre dans un pays en particulier, je ne sais pas, pour passer 1 mois, 2 mois peut-être, mais je suis peut-être vieux jeu, tu vois, ça doit être vieux jeu.
je reviens toujours vers la France. Parce que les racines, c'est français. On est des mauvais, vous voyez, on est des mauvais de tout ce que tu veux. On n'arrête pas de rouspéter, il n'y a rien de bien chez nous, c'est mieux chez le voisin, il suffit que tu en aies un qui donne un truc. Enfin écoute, tu as les sérums en ce moment. Bon, tu vois bien. On ne rentrera pas dans cette polémique. Faut mieux pas, parce que alors là, c'est le drame, tu vois. Ben, ça, c'est typiquement français. Puis après, on est le bec dans l'eau, on dit ah, on aurait dû. Par contre, dans les coups durs, on est quand même là, et Dieu sait s'il y a quand même eu des coups durs, si tu veux, en France, et on a quand même retrouvé, si tu veux, pas tous, mais un grand élan français. Donc, il y a quelque chose qui m'attire en France et qui fait que j'aurais du mal à habiter ailleurs. Ouais, bah Dominique l'a dit, hein, la France, c'est beau. Hein. C'est beau. Il y a plein de Français qui sont toujours râleurs, etc., mais qui sont aussi attachants. Et c'est vrai que nos 2 dernières échappées motardes dans les Cévennes le montrent. Bah oui, on est parti, comme vous l'avez déjà apprécié avec les échappées motardes précédentes, à la rencontre des motards. Donc là, on a rencontré plein de passionnés, autant de métiers, motards. Mathieu, hein, éleveur et puis fromager. Voilà, avec le Pélardon. On a plein de restaurateurs. C'est vrai que j'ai adoré le moment avec notre ami Jean-Yves des Épicuriens, avec son cochon qu'il met en cuisson avec amour et passion. C'est génial. Après, on se fait une petite virée en moto. C'est des instants magiques et impromptus qui rendent l'aventure palpitante, quoi, et puis attachante. Jusqu'à la casse, enfin l'ancienne casse de l'oncle Tom, et où on voit vraiment ce que c'était qu'un bouclard, comment il faisait des prix motards. C'est toujours un bouclard. C'est toujours un bouclard, comment il a traversé la transsaharienne avec sa 500 XT A2 chargée comme un mulet. Voilà, ce sont de vraies histoires. Et puis jusqu'à ce monastère orthodoxe avec des moines amoureux de la mécanique, des bruits de moteur, de moto, etc. On ne pense pas obligatoirement à aller rencontrer un moine pour aller parler de mécanique et de moto. Avec Dominique, c'est un petit peu plus naturel. Et ce sont toutes ces rencontres qui font la richesse de ces échappées et de ces 2 numéros exceptionnels. Oui, puisque du coup, on a été obligé d'en faire 2, puisque tout ne rentrait pas dans le premier 52 minutes. Donc vous avez 2 numéros de quasiment 1 heure chacun. Mais franchement, le temps passe très vite quand on les regarde. C'est du moins ce que vous nous dites, et tant mieux. Ouais, tous vos retours sur les 2 numéros qu'on a publiés sont juste faramineux. Et puis avec cette émission Le Garage qu'on ouvre toujours en début de mois, d'ici une petite quinzaine de jours, vous allez pouvoir découvrir une autre échappée motarde, où on est revenu un peu plus côté Lyon-Nice, pas géographiquement, mais dans l'esprit. Grande ville et entourée d'une belle région, avec un fort patrimoine, une forte gastronomique. Oui, un patrimoine gastronomique extraordinaire, du vin aux huîtres. Là, vous devinez un petit peu où ça va être, mais c'est pareil, on a rencontré un chef étoilé, on a rencontré des passionnés de pêcheurs sur la Garonne. Là, vraiment, on a tout dit. Ah bah oui, là, la Garonne et ailleurs. Et aller déguster des huîtres avec un motard, mais... Vraiment, c'est leur métier au jour le jour. Vous allez découvrir plein de choses. Et puis, des viticulteurs, des vignerons, des lieux pour dormir avec une moto dans votre chambre, avec des cabanes dans les arbres sur 3 étages avec rooftop. Bon, ça y est, il a fait tout le sommaire, vous savez tout. J'ai pas fait tout le sommaire, loin s'en faut. Mais voilà, c'est une vraie magie très complémentaire de toutes les échappées motardes. Pour nous, le faire, c'est juste de la magie. On n'a pas pris de vacances. C'était ça, nos vacances. C'est nos vacances, effectivement. Et puis, vous faire partager ces moments de bonheur, de découverte, de lieux que vous auriez... Alors, on n'y pense pas toujours. Proche de la route, on ne le voit pas. On ne voit pas ces endroits-là. Donc, c'est l'occasion d'y aller et de nous suivre. Et s'il y avait une région de France, du coup, qui te tient le plus à cœur? Eh bien, toutes, parce qu'elles sont toutes aussi différentes les unes que les autres. Si tu veux... T'enquiquiner et être fâché avec les lignes droites, tu fais la route Napoléon, tu fais les gorges de l'Aude, c'est fabuleux, tu fais les gorges du Tarn, enfin toutes les gorges, c'est fabuleux à faire en moto. Tu peux discuter avec des gens qui ne sont pas du tout d'accord avec toi parce que leur vision, leur façon de réagir, de vivre, n'est pas du tout la tienne. Ils habitent sur les plateaux du Larzac, si tu veux, et quand tu as le Parisien qui arrive avec ses grandes idées dans le plateau du Larzac, il a vite compris qu'il faut qu'il dégage, parce que si tu veux... Et d'ailleurs, il s'est fait dégager plusieurs fois. Il y a eu des guerres au Larzac. Oui. Même des fausses guerres, mais des guerres quand même un peu. Enfin, on parlait de terrain militaire, etc. Donc il y a l'armée quand même. Mais oui, mais si tu veux, c'est ça... La culture française, elle est là. Et je ne suis pas certain que dans les autres pays, on ait cette
cette diversité de culture que l'on a en France. Merci de nous avoir rejoints dans cette facile, émission et dans ce facile. garage. Je vais te laisser faire le mot de la fin ou écrire le mot de la fin sur notre livre. Oh là là, alors là c'est grave. Oui, il faut penser à la phrase qui restera dans les, Ah bah dans ça, les oui, alors annales. c'est très... Tu peux pas faire une phrase parlée des fois. Merci encore. C'est moi qui te remercie. Permis de remettre un petit peu les choses, de nous remémorer des choses, de penser un petit peu des choses que peut-être j'avais oubliées et de les remettre, si tu veux. Ça fait toujours plaisir de se rappeler les bonnes choses, les moins bonnes aussi, parce que ça fait partie d'une vie et d'une vie, la mienne, qu'en fin de compte, c'est prétentieux, mais je la trouve heureuse, ma vie, parce que j'ai fait plein de choses et que c'est pas toujours donné à tout le monde de pouvoir faire des choses qui te tiennent à cœur. Et ces choses-là, j'en ai accompli pas mal. Des fois, j'en ai raté, hein, mais je garderai les bonnes. C'est ça l'important. Voilà. Garder les bonnes. Ouais. Et puis continuer la route. Ah oui, Donc, encore longtemps, encore longtemps. Bonne route à toi. Merci, merci. Et oui, vous savez, vous êtes habitués à notre petite séquence équipement où on vous donne les petites astuces dont il faut tenir compte lorsque vous faites un achat. Et oui, bon, parce que c'est vrai qu'un blouson, c'est un blouson, mais en fait, il y a plein de petites finitions qui peuvent faire la différence lors d'un achat. Bon, c'est vrai que sur un circuit, quand on tourne, on n'a pas besoin beaucoup de sortir de cash ou de carte bancaire, mais sur la route, c'est souvent pour passer notamment les péages sur l'autoroute, et c'est souvent l'enfer pour ne pas faire patienter tous les automobilistes derrière et ne pas mettre 10 minutes à payer. Donc, il faut une petite poche quelque part. Voilà, et au lieu d'aller fouiller avec les gants, là où on a peur d'ouvrir, de perdre quelque chose au passage, eh bien, il y a des poches qui ont été détournées, entre guillemets, de leur emplacement, qui sont super pratiques, notamment celle qui est sur l'avant-bras, puisqu'elle permet de glisser, du coup, elle est vraiment faite pour ça, la carte de crédit ou le petit billet de banque ou la pièce de monnaie pour pouvoir, du coup, payer facilement. Alors, on parle bien sûr pas de la poche, la grande poche que vous avez sur le côté. Là, Sandrine l'a montré, c'est vraiment la poche qu'il y a sur la manche. À l'avant, on pourrait se dire c'est un zip pour ouvrir en fait le blouson. Non, non, c'est une vraie poche hermétique et étanche. Ça, c'est sur ce blouson-là. Et puis sur d'autres blousons, la poche, elle est juste un petit peu plus haut. Elle peut être, par exemple, sur celui-ci, sur quasiment sur l'épaule. Et c'est pareil, du coup, vous avez juste la place pour mettre un billet, quelques pièces, la carte de crédit ou le ticket de péage. Le ticket de péage. Pour passer. Et franchement, au jour le jour, c'est un petit plus. C'est le plus, c'est pratique et on n'y pense pas lors de l'achat. Et une fois qu'on l'a, c'est comme le reste, on ne peut plus s'en passer. Surtout si on prend l'autoroute souvent. Ce qu'on ne fait jamais à moto, parce que c'est chiant l'autoroute, mais ça peut arriver. Tout à fait. Allez, astuce le mois prochain. À très bientôt. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Et puis, si vous ne vous êtes pas encore abonné, cliquez en bas à droite. Merci, à ciao. Merci, ciao.